Bonjour à tous, je suis Nicole Bustamante, je travaille dans le département de communication au Fonds mondial. Merci pour vous joindre à nous. Nous allons tenir cette session sur les notes d'information. Euh, Nous allons présenter tout d'abord les aspects essentiels du programme. Vous avez ici le temps consacré à chaque partie. Et après chaque session, nous aurons une session questions-réponses. Nous vous invitons à saisir vos questions dans le chat. Nous allons collecter toutes vos questions et nous allons les projeter pendant la séance de questions-réponses. Maintenant, je vais passer la parole à notre première oratrice, Céleste Gracia Edmos, qui va parler du premier point de notre ordre du jour concernant les éléments essentiels du programme. Merci. Comme vous le savez probablement, nous avons ces interventions essentielles au programme. Il s'agit d'interventions et d'approches basées sur des preuves clés pour relever les objectifs ambitieux dans le domaine du VIH, la tuberculose et le paludisme. Et ces éléments sont basés sur des recommandations de l'OMS, UNAIDS, entre autres. Nous pensons qu'en mettant en place ces essentiels, nous pourrons atteindre nos objectifs collectifs et que nous pourrons garantir l'équité et l'accès à tout le monde à ces interventions qui sauvent des vies. Diapositive suivante. Alors, comment ces éléments essentiels du programme sont utilisés dans le cycle de subvention 7? Les pays vont discuter de leur niveau de progrès par rapport à ces éléments essentiels, à leur euh, niveau de performance. Et ensuite, ils vont discuter de comment ils vont répondre aux besoins. Les éléments essentiels du programme peuvent être donc mis en place de cette manière. Ils vont décider également comment ceci va être intégré aux demandes de financement. Et les pays vont établir les priorités dans ces demandes de financement. Et ensuite, le Fonds mondial va évaluer ces demandes de financement. Voici comment les pays doivent discuter des éléments essentiels. Il est important qu'ils en discutent pendant les dialogues au pays pour voir si tous les éléments essentiels du programme, disons pour voir quel est le niveau d'avancement dans chaque pays et pour voir quelles autres interventions admissibles seront nécessaires et devront être incluses dans la demande de financement. Après toutes ces discussions, certaines des interventions vont terminer dans la demande de financement. Nous savons que nous ne pourrons pas tout financer et donc certaines interventions concernant les éléments essentiels ou d'autres peuvent également terminer dans le PAAR. Diapositive suivante. Alors, comment va-t-on organiser cela? Tout d'abord, les éléments essentiels du programme devront être discutés pendant le dialogue pays. Ensuite, les pays devront prendre une décision concernant ce qui va être intégré dans la demande de financement. Les, les demandeurs de financement devront indiquer leur niveau de progrès par rapport au VIH et à la tuberculose. Ensuite, dans la demande de financement, les éléments essentiels seront inclus et pendant la création des subventions, une fois que ceci a été approuvé par le comité d'examen, on va faire l'évaluation et on va également faire l'évaluation de l'exécution de ces éléments essentiels. Slide suivant. Voici un exemple de ce que je viens d'expliquer. Il s'agit d'un tout petit exemple pour certains éléments essentiels du programme du VIH. C'est un tableau qui doit être présenté et rempli pour le VIH et la tuberculose, pas pour le paludisme. Ici,
Il s'agit de dire si les politiques sont en place ou pas. Et puis aussi, il faut dire quel est le niveau d'exécution. Par exemple, la prévention, la prophylaxie, par exemple, pré-exposition est disponible ou pas. Ensuite, y a-t-il une politique en place dans le pays? Oui ou non? Si oui, dans ce cas, quel est le niveau d'exécution? S'agit-il d'un pilote? Y a-t-il donc une couverture globale pour pour tous les centres de santé, toutes les installations de santé? Voici maintenant les questions le plus fréquemment posées par rapport aux éléments essentiels du programme. La plupart des pays utilisent des financements du Fonds mondial pour avancer vers l'obtention de ces éléments essentiels. Eh bien, non. Les actions incluses dans ces éléments essentiels du programme peuvent être également financées par d'autres programmes. Euh, que se passe-t-il si un programme pour une maladie dans un pays spécifique ne remplit pas les conditions nécessaires pour les éléments essentiels? Eh bien, on peut euh, réellement voir ce qui peut être financé ou pas. Et on peut également voir si d'autres partenaires ou d'autres bailleurs de fonds peuvent financer certaines choses. Ce que nous voulons voir, c'est une progression. Nous voulons nous assurer que les éléments essentiels du programme sont suivis et qu'il y a une progression. Et nous devons voir une augmentation de la couverture céleste. Oui, nous avons reçu une demande des interprètes, oui, parce que le son est vraiment, c'est plus ou moins pareil. Il est vraiment difficile de suivre. Alors, comment les pays doivent faire ce suivi pendant le dialogue au pays? Comme je l'ai dit, les pays doivent voir à quel niveau de progrès ils ont par rapport à chacun des éléments essentiels du programme et voir quels seront financés à travers le Fonds mondial ou à travers d'autres bailleurs de fonds. Ils doivent également voir quel est le niveau d'extension qu'ils souhaitent voir pour cet élément essentiel en particulier. Est-ce que ces éléments essentiels du programme seront suivis pendant tout le cycle de vie de la subvention? Oui, comme pour les indicateurs. Est-ce qu'il y a des éléments essentiels du programme pour les RPS? Non, il n'y en a pas. Ils sont disponibles seulement pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cependant, il y a d'autres approches un peu différentes, mais vous allez recevoir aussi d'autres informations plus tard dans cette session. You, Celeste. So now we have the questions and answers. I believe we have one. Maintenant, nous avons les questions-réponses. Nous avons reçu cette question dans le chat. And I'm thinking perhaps David, would you be able to speak to this one? David, vous pouvez peut-être répondre à celle-là. From Leila. Two Je questions. vais la lire. Leila demande quand est-ce que nous pouvons espérer la publication de la liste d'admissibilité pour 2023 et après les réunions du Conseil la semaine dernière, est-ce que nous avons plus de clarté concernant les allocations qui seront envoyées? Oui, les estimations que nous avons actuellement pour la liste d'admissibilité de 2023, c'est début décembre. Par rapport aux allocations, ceci va se produire plus tard. En décembre, nous allons commencer à envoyer ces lettres-là vers la fin du mois. Nous avons une séance de webinaire, un webinaire qui est programmé bientôt. Et bientôt, nous avons changé des dates, mais nous avons donc une séance consacrée aux allocations et ce sera le 20 décembre le plus probablement. Mais vous allez recevoir la confirmation de ces dates également plus tard. Thank you, David. And I Merci, would David. have another question in the chat. Oui, nous avons une autre question dans le chat. Celeste, perhaps that could be for you. Céleste, vous pouvez peut-être y répondre, la répondre un moment.
Program essentials are relevant for all countries. Les éléments essentiels du programme sont applicables à tous les pays. Certaines demandes de financement auront un espace consacré pour les pays de certains pays et pour le haut impact. Il y aura aussi un espace dans la narration, dans la description pour expliquer cela. Ceci n'est pas le cas pour les pays focus countries, mais oui, pour le reste, oui. Oui, je vois cette troisième question d'Amaha. Est-ce que les essentiels du programme pourront être financés par le Fonds mondial et d'autres partenaires, comme on peut faire? Oui, effectivement. I will need a translation for question number 4 as it's in French. Sorry. Question number 5, is any mechanism being developed to facilitate La question numéro 5, est-ce qu'il y a des mécanismes développés pour faciliter l'adoption de nouveaux médicaments et technologies? Oui, vous allez voir dans les essentiels du programme qu'il y en a qui sont spécifiques pour l'adoption de nouveaux médicaments. Et vous allez voir également des informations sur les programmes de traitement plus courts. Donc, oui. Et pour les technologies aussi, par exemple, les tests moléculaires, c'est également un élément essentiel du programme. So we will ask our interpreters to please read aloud to us question number 4, please, into English. I think it's something about triple elimination for pregnant women. Yes, I can help. I mean, it's about triple elimination and funding of integrate the co-infection of HIV, TB, HIV hepatitis, and HIV syphilis. And I know my colleague Lee. I think she's. Je sais que ma collègue Lee a levé sa main. Elle pourrait peut-être répondre à cette question. Donc, je dirais que oui, mais notre collègue Lee va répondre plus précisément à cette question. Oui. Oui, je suis là. Allez-y, Lee. Hello, can you hear me? Yes, very vaguely. Yeah, go ahead. Okay. Let me. Can you hear me now? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Yes, we can. Wonderful. Thank you very much. And Merci. Et merci pour cette question. C'est très important parce que la stratégie du Fonds mondial nous pousse vraiment à penser à l'intégration des services fournis dans les 3 maladies, dans tout le continuum, la prévention, le dépistage, le traitement, et ceci inclut le focus sur la triple élimination et l'hépatite aussi. Ceci inclut l'hépatite B et C et les maladies de transmission sexuelle. Et nous nous concentrons sur l'offre de services également pour le cancer cervical. Et puis, nous suivons les directives ou les recommandations les plus actualisées. Vous allez voir aussi dans les notes d'information qui seront présentées après, dans la session suivante, mais aussi une note d'orientation indépendante qui sera intitulée Longévité et santé, qui sera publiée vers la fin de décembre. Je vais mettre ceci dans le texte aussi.
are up to all of the questions in the chat. So, unless there any others come Je pense que nous avons pris toutes les questions du chat. Je vous propose de passer à la séance suivante, à moins que Céleste souhaite rajouter quelques informations. Oui, les éléments essentiels du programme sont listés dans la note d'information, donc veuillez y jeter un coup d'œil. Et c'est tout. Merci. Thank you, Celeste. And I see we're having a bit of Merci, technical Céleste. difficulties, so I'll just share the slides, in a moment. Nous avons To the des HIV difficultés leadership techniques. with Je vais Anne. partager les diapositives et on va passer à la partie concernant le VIH avec Annette. Oui, bonjour. Je suis Annette Reinisch et je vais parler de la note d'information sur le VIH et ensuite je vais passer la parole à Oram qui va parler du cadre. Comme vous le voyez, mes collègues de l'équipe VIH sont ici aussi pour me soutenir et ils vont m'aider aussi à répondre à vos questions qui sont commencées déjà, que vous avez commencé à envoyer déjà dans le chat. Merci. Merci. Alors, le secrétariat du Fonds mondial a mis à la disposition des ressources que les demandeurs de financement doivent utiliser. Nous avons des notes d'information sur le VIH, le cadre modulaire, et nous allons présenter maintenant ces deux documents, et puis d'autres notes d'information qui sont présentées par mes collègues juste après, et puis aussi des descriptions techniques. Et ceci est une addition par rapport aux autres matériels qui sont disponibles sur le site du Fonds mondial déjà. Alors, je pense que pratiquement tous les matériels ont été traduits en français et en espagnol. Et bien sûr, ces traductions sont également disponibles sur le site web du Fonds mondial. Dans la période d'allocation 2023-2025, il y a de nouvelles opportunités pour profiter des progrès dans le traitement du VIH et pour mettre en place de nouvelles approches. La nouvelle stratégie du Fonds mondial et les recommandations du Fonds mondial décrivent ces opportunités qui sont également reflétées dans les matériels de recommandation dans le cadre du VIH. Il est important de savoir que tous ces matériels ont été développés en collaboration avec nos partenaires clés et sont complètement alignés avec la stratégie mondiale et les recommandations mondiales sur le VIH. Concernant les tableaux, il y a deux tableaux qui sont soutenus, la continuation des tableaux de continuation et les éléments essentiels du programme qui viennent d'être présentés. Les tableaux d'indicateurs continuent d'être remplis par le Fonds mondial et il y a de nouveaux données de base et des agrégations des données aussi. Ceci est géré par les équipes M et E des pays, mais les éléments essentiels du programme sont plutôt remplis par les membres de l'équipe du programme. La note d'information sur le VIH donne des informations et des recommandations aux demandeurs de financement pour la prochaine période d'allocation. Et ceci décrit les approches d'investissement, les éléments essentiels qui doivent être couverts par les demandeurs de financement, et puis les priorités concernant les interventions pour qu'elles aient un plus grand impact. Et nous aimerions savoir, connaître des exemples des pays. Et donc, sur la base de cette demande, nous avons inclus de bonnes pratiques pour ce qui est des investissements réalisés dans ce domaine du VIH. Et ceci est inclus dans cette nouvelle note d'information. Maintenant, en ce qui concerne cette note d'information, nous avons toutes ces informations. Nous avons ces différentes étapes de l'approche d'investissement stratégique. Tout d'abord, comprendre l'épidémie, ensuite concevoir une réponse basée sur les preuves et fournir des approches et des interventions de qualité d'une manière soutenue. Les recommandations fournies dans cette section doivent être bien sûr adaptées au contexte spécifique de chaque pays. Tous les pays qui demandent du financement au Fonds mondial sont
dans des phases différentes par rapport à l'épidémie et l'épidémie changera en fonction de la réponse et leur riposte. Donc oui, nous vous encourageons à utiliser les données que vous avez disponibles. Si vous n'avez pas suffisamment de données, veuillez en collecter davantage et puis essayez de répondre en fonction des données qui sont disponibles à vous en ce moment. Dans la même section, sous Deliver ou livraison, nous avons ces différents produits et technologies. Ceci est nouveau et important parce que les nouveaux produits de santé, les nouveaux outils et technologies pour le dépistage, le traitement du VIH ont un impact potentiel très important et ceci doit être considéré dans votre demande de financement. Et bien sûr, nous savons qu'il y a des soucis concernant le coût des nouveaux produits, surtout dans un contexte de ressources limitées. Pour les innovations, les programmes nationaux doivent évaluer holistiquement l'impact de nouveaux produits et il faut aller au-delà des calculs traditionnels et vous devez également calculer l'impact sur tout le système de santé globalement. Et puis, il y a des innovations moins chères qui rentrent petit à petit dans le marché, mais on doit considérer quelles sont les priorités dans chaque domaine du VIH. J'aimerais souligner également que les produits présentés dans ce tableau, et vous allez le voir dans la présentation, ça c'est un résumé, vous allez voir plus de détails dans la note d'information, mais ces produits présentés dans ce tableau sont des produits qui existent déjà, comme les préservatifs, par exemple. Le Fonds mondial continuera à vous soutenir par rapport à ces produits. Diapositive suivante. Maintenant, je vais parler concernant les éléments essentiels du programme VIH et puis aussi les interventions et les approches. Ceci est présent donc dans la note d'information. Les 5 prochaines diapositives présentent les interventions priorisées pour le Fonds mondial et elles couvrent les différents domaines du programme VIH que je vais rapidement résumer. Tout d'abord, la prévention du VIH. Il s'agit d'améliorer l'accès et l'utilisation d'une combinaison de précision dans le domaine de la prévention du VIH pour les personnes qui ont un risque élevé d'infection de VIH. Nous avons une approche personnalisée pour pouvoir fournir des systèmes de prévention du VIH ainsi que des résultats bien spécifiques concernant cette prévention. Nous soulignons également l'importance d'augmenter l'accès aux options de prévention du VIH là où elles sont nécessaires. Cela veut dire que les services doivent être fournis depuis plusieurs plateformes. Ceci doit inclure des plateformes de services communautaires pour répondre aux besoins et aux préférences de ces populations. Diapositive suivante, le dépistage. Ensuite, les tests de VIH doivent se concentrer sur un mix, un mélange stratégique de modalités de tests de VIH personnalisés et le lien sur la prévention ou les services de traitement. Ceci doit être personnalisé dans les différents contextes pour atteindre les objectifs globaux et nous encourageons l'introduction d'approches innovantes. La note d'information recommande 13 interventions et approches pour la priorisation. Diapositive suivante. Le traitement du VIH. Cette partie-là couvre les différents traitements avec des antirétroviraux, un plus grand accès aux tests dans les contextes de santé. Ensuite, nous avons des services différenciés pour le traitement et les soins dans le domaine du VIH. Le but est de prolonger la longévité des personnes qui vivent avec le VIH. Et des documents concernant la longévité seront publiés bientôt. Nous nous concentrons sur la continuité du traitement et c'est un engagement. Nous nous engageons à atteindre des
résultats de traitement comme le troisième 95. Maintenant, la co-infection, ceci fait partie maintenant de la prévention du VIH entre la mère et l'enfant. Nous soutenons donc les initiatives pour la triple élimination. Nous utilisons une approche intégrale pour éliminer la transmission verticale du VIH, le syphilis et l'hépatite B. Nous continuons à travailler sur la co-infection comme une priorité. Mes collègues de l'équipe de tuberculose vont vous donner davantage de détails. Par rapport ah oui, excusez-moi, je n'ai pas dit que vous devez changer de diapositive. Oui, voilà. Maintenant, les informations stratégiques. Maintenant, il y a un focus très important sur les données pour l'impact. Nous voulons améliorer les flux d'informations. Nous voulons améliorer le monitoring et les systèmes de reporting. Et finalement, slide suivant, nous continuons à souligner l'importance critique de l'élimination des barrières au service. Nous présentons 8 interventions et approches pour éliminer ces barrières et pour promouvoir l'inclusion. Clairement, il y a beaucoup d'informations. Toutes ces interventions priorisées peuvent être incluses dans les demandes de financement. Alors, que faire avec toutes ces priorités? Eh bien, la décision concernant les interventions qui doivent être incluses dans la demande de financement doivent être prises en fonction du contexte épidémiologique de chaque pays et puis aussi en fonction du financement disponible. En ce qui concerne cette approche, enfin, vous avez toutes les étapes de ce processus décrites dans la note d'information. Slide suivant. Les éléments essentiels du programme, oui, voilà. Maintenant, j'en arrive à ma dernière diapositive concernant les éléments essentiels pour le VIH. Vous avez déjà écouté Céleste qui a parlé des éléments essentiels du programme en général. Ça, c'est plus spécifique au VIH. Alors, il s'agit d'interventions basées sur les preuves et des approches également basées sur les preuves pour relever les objectifs ambitieux établis dans la stratégie et les recommandations pour le VIH basées sur l'OMS, entre autres. Les éléments essentiels du VIH touchent plusieurs domaines comme la prévention, le test, le diagnostic, l'élimination de la transmission verticale et puis aussi le traitement du VIH et les droits humains. Tout ceci a été développé en collaboration avec nos partenaires techniques dans le domaine du VIH et ceci est également aligné avec leurs recommandations techniques respectives. Tous les éléments essentiels du programme font partie des éléments essentiels plus généraux et ceci doit être indiqué dans la liste des interventions priorisées. Et finalement, comme Céleste l'a déjà dit, dans la demande de financement pour le VIH, maintenant les demandeurs de financement doivent signaler le niveau d'avancement du pays concernant le degré d'exécution de chacun des éléments essentiels et les pays qui n'ont pas atteint ces buts doivent décrire dans la narration les pas qu'ils vont mettre en place pour atteindre leurs objectifs. Sur cela, je passe maintenant la parole à ma collègue Aura qui va parler du cadre modulaire. Merci. Merci beaucoup, Annette. Eh bien, oui, maintenant, on va se centrer sur le cadre modulaire. Comme vous pouvez le voir ici, comme le montrent les diapositives, le cadre modulaire est interconnecté avec d'autres documents de guide du Fonds mondial et cela reflète vraiment le guide mondial. Ici, vous pouvez voir quelques exemples et vous pouvez voir aussi donc cette diapo qui contient aussi tous les liens vers d'autres sources d'informations. Cette diapositive concerne le processus de révision, de mise à jour de ce cadre modulaire. La révision vise à remplir 3 objectifs principaux. Le premier, c'est l'alignement avec la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Le deuxième, c'est de s'aligner avec
les stratégies les plus actuelles et donc avec les normes actuelles mondiales. Et puis le troisième, c'est de simplifier, de rationaliser autant que possible ce cadre modulaire. Pour s'aligner avec la stratégie du Fonds mondial, on se centre surtout sur la santé publique de précision. Il faut pour cela améliorer les investissements et la prévention. Et il y a aussi l'engagement du Fonds mondial pour les maladies du type reproducteur. Et la prévention est maintenant une priorité dans notre stratégie et cela est une nouveauté également. Une nouveauté également. Et on inclut aussi donc l'accès aux options de prévention et aux plateformes comme les plateformes digitales, communautaires ou d'accès aux soins. Sous le deuxième point, donc le point bleu de la diapositive, donc cet objectif de s'aligner avec les normes globales et les stratégies globales, mondiales par rapport au VIH, eh bien, il s'agit encore une fois de rationaliser et en fait, une grande amélioration, c'est justement le rapport sur la simplification, sur la rationalisation qui est dévoué à des domaines clés comme le budget. On aborde également les doublons. On a réussi à réduire le nombre d'interventions à partir de 136 à 85 interventions pour le prochain cycle. Suivant. Alors, cette diapo nous offre une vision générale du cycle de subvention numéro 7 des interventions et des modules VIH. Donc, pour le prochain cycle, nous aurons 13 modules VIH, dont 7 sont dédiés à la prévention pour la population prioritaire. Par rapport à la prévention, cela représente un changement structurel. Nous avons ôté le onglet sur la population et nous sommes allés vers les modules de prévention pour les populations prioritaires, y compris les 5 populations prioritaires et leurs partenaires sexuels. Dans le module de test, le changement principal, c'est le changement de l'approche population à l'approche programme afin d'améliorer les données de qualité. Nous sommes passés de 32 interventions à 9 et cela va nous permettre de faire la traçabilité du budget par ces programmes de VIH pour les femmes et aussi en combinaison avec la livraison des modalités, c'est-à-dire les différents tests basés sur la communauté, les tests à faire soi-même et les tests en établissement. Et puis par rapport au modèle précédent, le modèle PMTCT, nous avons également changé quelque chose et il y a une nouveauté. Ici, la liste d'intervention est tout à fait nouvelle. Par rapport au module portant sur le traitement, un grand changement, c'est la séparation entre les adultes et les enfants qui requièrent donc des prises en charge pour VIH et des interventions. Et nous avons également une nouvelle intervention par rapport à la maladie avancée. Par rapport à la tuberculose VIH, nous avons une liste courte d'interventions. On est passé de 12 à 6 pour ce cycle de subvention. Et par rapport au module sur les droits humains, eh bien, la liste d'intervention n'a pas changé. Et les modules VIH devront être complétés par les modèles transversels. Par exemple, le module sur RCRPS et le module sur la gestion du programme. Et vous verrez plus tard la liste complète des modules transversels. Et le programme sur la gestion n'a pas changé en comparaison avec le cycle précédent, mais les activités par rapport au renforcement des programmes de prévention de VIH nationaux doivent désormais être inclus
dans le cadre modulaire du VIH, c'est-à-dire dans le programme de défense de la prévention. Donc, voici un résumé très rapide des points clés, des changements. Il y a des détails additionnels dans les diapositives que vous trouverez. Et maintenant, nous pouvons passer aux questions. Thank you, Aura, and thank you, Annette. Merci beaucoup, Aura et Annette. Nous allons voir les questions. Je pense que nous allons les projeter très bientôt. Et voilà, je passe la parole donc aux deux intervenantes. Oui, on va lire les questions. One, I think So for the first one, could we have interpretation interpret that I into think English? that's the one in French. I think that asks whether we would still fund mass media prevention messages. So I Oui, think je pense que nous allons encore donner des subventions à la prévention dans les médias de masse. Bon, c'est très difficile de présenter tout cela en 10 minutes, mais quand on lit le guide du Fonds mondial, il y a donc cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons de la santé de précision. Et moi, nous recommandons des interventions vraiment très centrées sur les clients. Et je pense que cela, justement, porte sur la prévention du VIH. Si on pense au cadre modulaire que nous avons présenté, ceci est maintenant divisé en populations très spécifiques, des populations clés. Et c'est vraiment quelque chose de très précis, c'est une approche très précise. Et aussi, il y a la demande qu'on vous fait de vraiment toujours suivre les données de près pour analyser les réponses et que les réponses soient alignées aux données. Alors, cela dit, nous ne soutiendrions pas trop vraiment les interventions sur les médias de masse. Je pense qu'il faut surtout se centrer sur la communication pour la prévention, aussi pour donner de l'accès à des options de prévention du VIH. Question suivante. Alors, pour les nouveaux produits, eh bien, on ne demande pas une grande évaluation dans le détail, mais il y a toujours aussi certaines choses. Par exemple, quand une intervention sur un produit, un programme est recommandée par l'OMS, je ne pense pas non plus seulement à des traitements, mais aussi à d'autres programmes de prévention. Eh bien, je pense que c'est justement sur cela que porte la question. Et il y a toujours les nouveaux outils qui demandent des investissements d'emblée. Ce n'est pas pour vous dire qu'on ne puisse pas accéder à à de nouveaux outils ou de nouveaux programmes, mais si nous avons des options de traitement, par exemple, combien de vies pourrions-nous sauver ou combien de personnes ne deviennent pas résistantes à un type de médicament? Les traitements de deuxième ligne, à un certain point, ont toujours été plus chers. C'est-à-dire que je pense qu'il s'agit de trouver cet équilibre. Il ne s'agit pas de dire que nous, on ne peut pas nous le permettre, mais plutôt qu'il faut considérer d'autres parties et d'autres aspects du programme. Et s'il y a un besoin ou si un pays décide de faire des études, eh bien, c'est vrai que nous finançons de la recherche opérationnelle, non clinique, mais opérationnelle. C'est-à-dire que c'est ce qui est nécessaire et si c'est justement nécessaire, on le financerait. Mais on recommande aux pays d'aller assez vite avec l'introduction de leurs nouveaux produits. Très rapidement, avant de passer aux questions, je voudrais rappeler à ceux qui répondent aux questions que vous pouvez lire les questions dans la langue afin qu'elles puissent être interprétées.
Alors, il y a encore une question. Les interventions de support verticalisé et puis l'aspect d'intégration des réponses sur VIH, y a-t-il davantage de guides par rapport à cela? Alors, tout d'abord, je veux dire, cette note d'information, ce n'est pas une note technique. Nous sommes en train de compiler les interventions de plus grand impact qui sont recommandées par nos partenaires techniques. Et il y a aussi dans de nombreuses sections, et je pense que Céleste en a parlé, il y a la référence faite à l'intégration de services. Et bien sûr, cela est très important, mais soyez patient. Ma collègue Olga va plus tard se référer à l'intégration des réponses VIH. Donc oui, vraiment, vous avez raison, il y a un grand focus porté sur l'intervention. Alors, Annette, si vous me le permettez, je voudrais rajouter que l'intégration est une partie si importante de notre stratégie et donc de l'information sur le VIH. Vous allez le voir dans tous les domaines, mais nous allons également nous référer au guide et nous allons nous référer aussi au service d'intégration sur la longévité, sur la prise en charge, qui porte également sur la comorbidité. Alors, en plus de ce que ma collègue a déjà dit, je vous repasse la parole. Oui, nous sommes en train de dépasser un petit peu le temps, mais il y a encore une question. Et puis ensuite, nous passerons à la tuberculose, si c'est bon pour vous, Annette. Oui, très bien. Permettez-moi que je... Oui, en fait, Annette, je peux peut-être répondre à la question sur la défense. Alors, comment définir donc l'intendance? Eh bien, nous avons ce nouveau modèle de programme sur l'intendance et on peut le consulter sur le tableau modulaire, enfin sur le cadre modulaire, pardon, et cela fait référence au fait de mettre à échelle la prévention, la livraison, les contextes ciblés, le coût, le développement de capacités, les fournitures. On peut voir certains exemples sur la description des activités, dont l'un, c'est justement l'intégration de la prévention de VIH pour la promotion des services résilients et pérennes de santé. Oui, merci, Aura. Oui, si vous pouvez répondre aux questions en fait sur le chat. Sinon, nous tenterons de faire un copier-coller des questions pour les aborder à la fin de la session. Mais sinon, pour l'instant, nous passons à la note d'information sur la tuberculose avec Jamie. Très bien, je pense que vous pouvez m'écouter, me voir. Je suis Jamie Tonsing et je suis la conseillère senior pour la tuberculose du Fonds mondial. Je vais vous parler de la note d'information et des mises à jour sur cette note d'information sur le TB. Alors, comme pour le VIH, eh bien, nous avons aussi des changements par rapport au matériel associé à la tuberculose. Il y a la note d'information, il y a également une mise à jour du manuel pour simplifier, pour rationaliser tout cela, le cadre modulaire, et je vous en parlerai. Et il y a d'autres tableaux que Céleste a décrits, en fait, et qui contiennent de l'information additionnelle et qui ont également été révisés par rapport aux éléments essentiels du programme. Donc voici à quoi ressemble la note d'information pour le TB, pour la tuberculose. On voit l'approche investissement, on voit les interventions priorisées avec les pratiques. Je vais surtout parler de la section 3 et un petit peu de la section 2 de l'approche investissement, mais
En fait, cette note d'information contient aussi de l'info sur différents pays, des exemples que vous pouvez utiliser quand vous développez votre demande de financement. Suivant. Alors, je ne vais pas répéter cela parce que c'est vraiment très similaire à ce que ma collègue Annette a présenté pour le VIH. Alors, pour la demande de financement de tuberculose, eh bien, il faut d'abord bien fonder, une bonne compréhension, et puis cela mènerait à un bon design de cette approche investissement pour maximiser l'impact, livrer cela de façon efficiente et de haute qualité, considérant toujours la pérennité pour que tout ceci puisse continuer à être financé même après l'intervention du Fonds mondial. Maintenant, je vais me référer aux interventions prioritaires pour les investissements du Fonds mondial. Et ça ressemble énormément au VIH. C'est des interventions d'impact qui sont recommandées par le Fonds mondial et par d'autres partenaires dans la santé. On se centre surtout sur le dépistage et le diagnostic. Et puis pour le dépistage, en fait, les interventions prioritaires sont que, le renforcement, le fait d'utiliser aussi des services diagnostiques de façon optimale. Par exemple, on peut mettre à échelle de nouveaux centres de diagnostic, mais en fait, il faut améliorer de toute façon l'accès à ces services de diagnostic. Et un autre point très important pour avoir plus d'efficience, c'est comment réintégrer tout cela pour la tuberculose et pour d'autres maladies. Par exemple, dans le contexte du COVID, nous avons promu des tests pour le SARS-CoV et puis pour la TB, mais ce serait valable aussi pour le diabète, pour d'autres maladies, pour d'autres comorbidités qui sont liées à la tuberculose. Et nous devons également décentraliser le dépistage, les tests dans la santé primaire à travers des cliniques mobiles, par exemple, et puis à travers d'autres points d'accès au diagnostic. À droite, vous trouvez les composants, en fait, du point de vue des produits, des biens sur lesquels nous voulons investir. Et tout ceci fait partie des éléments essentiels du programme pour la tuberculose, auquel nous nous sommes référés auparavant. Par exemple, dans ce cas-là, nous voulons utiliser des rayons X digitaux ou alors des logiciels de détection assistés par ordinateur, parce que c'est beaucoup plus sensible que le fait de faire le dépistage à partir des symptômes. Et puis, voilà, c'est recommandé maintenant l'utilisation de ces outils et il faudrait le mettre à échelle. Aussi, eh bien, l'utilisation des diagnostics rapides moléculaires recommandés par l'OMS et le fait d'aller au-delà de ce 33% de couverture avec les tests anciens et passer à doubler ce taux de couverture. Et puis par rapport au diagnostic aussi, nous voulons voir l'utilisation aussi d'autres échantillons comme les crachats ou alors avoir la confirmation bactériologique plutôt que clinique afin d'informer le traitement correct pour la TB. Cette diapositive porte sur le traitement et la prise en charge et ici, eh bien, il s'agit d'améliorer le taux de succès de l'adhésion au traitement, le succès du traitement lui-même et bien gérer les réactions adverses ou alors s'il y a d'autres morbidités ou d'autres maladies concomitantes, eh bien, il faut prendre en charge cela et il faut également faire un abordage psychosocial, surtout pour les personnes qui en ont besoin. Et ceci peut être lié à la subvention, mais ça peut être lié aussi à d'autres services de protection financés par le gouvernement qui incluraient les patients atteints de tuberculose comme bénéficiaires. Et on veut voir aussi davantage de décentralisation de ces services
c'est-à-dire aussi bien que nous le voulons pour les diagnostics, eh bien c'est pareil pour le traitement. Il y a aussi des outils pour l'adhésion au traitement, par exemple la téléconsultation ou les formations qui se produisent de façon digitale ou les rencontres virtuelles qui peuvent fonctionner de façon efficiente. Et il y a aussi des outils développés par des task force globales en ce sens. Et je vous encourage à vous y référer. Il s'agit en fait de donner des régimes de traitement plus adéquats aux patients et plus courts. Aussi la combinaison des doses pédiatriques, c'est-à-dire des comprimés qui seraient donc adaptés aux enfants. Parce que à l'heure actuelle, eh bien, il faut casser les comprimés pour les adultes et les donner de n'importe quelle façon aux enfants. Et donc voilà, il faut adapter les régimes. Et puis par rapport aux interventions prioritaires pour la prévention de la tuberculose, eh bien, nous voulons que le traitement préventif soit mis à échelle, surtout, comme on le dit, pour les enfants de moins de 5 ans, pour les personnes qui ont également le VIH. Et pour mettre cela à échelle et pour être plus efficient, on pourrait voir des modèles qui intègrent différentes activités et qui intègrent le traitement préventif de la tuberculose comme vraiment un point de prise en charge standard. Dans ces interventions, il ne faut pas s'arrêter aux personnes qui ont la tuberculose, mais celles aussi qui peuvent bénéficier de ce traitement préventif. Et puis, il y a une pénurie de traitements préventifs de la tuberculose parce que dans beaucoup d'endroits, on ne cible pas les personnes qui pourraient bénéficier de ce traitement. Puis des fois, il y a de l'hésitation de la part du fournisseur par rapport aux bénéficiaires et il faut donc aborder ce sujet. Et une bonne façon de le faire, c'est d'avoir une bonne communication, une bonne sensibilisation de la communauté et d'avoir des régimes plus courts pour le traitement préventif de la tuberculose. C'est-à-dire, au lieu de donner un régime pour 6 mois ou 9 mois, eh bien, il faudrait donner 12 doses, par exemple, parce que cela mènerait à une plus grande adhérence à ce traitement préventif. Et puis, la partie droite est également liée aux éléments essentiels du programme, comme par exemple le dépistage, l'évaluation dans les ménages, les populations vulnérables ou à haut risque d'infection de tuberculose, améliorer l'accès aux tests, à la couverture aussi et à l'adhésion au traitement préventif. Et puis, dans beaucoup de pays, il y a aussi des données par rapport à ces traitements préventifs. Et il faut être sûr de pouvoir rapporter là-dessus. Et maintenant, par rapport à la tuberculose résistante aux médicaments, eh bien, je voulais tout simplement faire ce rappel. Il faut mettre à échelle les outils diagnostiques rapides, moléculaires. Et nous devons décentraliser les services de traitement et de tests, c'est-à-dire toutes les personnes doivent pouvoir aller au centre de référence. Il faut créer les capacités locales pour faire le dépistage, le test, le traitement afin de ne pas perdre des patients. Et il faut également suivre le régime de l'OMS par rapport à cela aussi les régimes BIPALM et BIPAL pour 9 mois ou 6 mois. Suivant. Alors, les populations vulnérables et clés, elles sont très importantes pour nous parce que nous savons que nous avons une idée de qui sont ces groupes. Nous sommes désolés, nous avons perdu la connexion. Voilà. Alors, quelle proportion de ces personnes pourraient avoir la tuberculose?
Mais ceci, bien sûr, dépend de chaque pays spécifiquement, de chaque contexte, c'est-à-dire qu'il faut voir la taille du pays, les emplacements, les types de population, quelles sont les barrières qui sont rencontrées et bien sûr aborder ces barrières. Aussi considérer des politiques transfrontalières, surtout dans ces pays où il y a beaucoup de mouvements dans les frontières. Et puis, il faut former les travailleurs de la santé par rapport au risque de la tuberculose. Il faut qu'ils soient bien équipés avec des mesures de contrôle, qu'ils aient un environnement de travail sûr, qu'ils aient également l'accès au dépistage de la tuberculose. Et il faut bien sûr les soutenir pour pouvoir compléter le traitement si jamais ils tombent malades. Et ceci est en collaboration, et je pense que nous le savons dans beaucoup de pays qui ont un grand pourcentage de la population avec la tuberculose, eh bien, il faut bien sûr engager le secteur privé. Il y a des modèles très intéressants qui sont utilisés, qui incluent le contrat, qui incluent le paiement aussi à des agences intermédiaires, c'est-à-dire qui ont un contexte secteur privé assez bien établi. Nous n'avons pas des programmes par rapport à la santé mentale ou à d'autres comorbidités comme le tabagisme, le diabète, l'alcool, c'est aussi des risques pour la tuberculose. Mais en dehors des programmes sanitaires, il faut aussi aborder différents départements et ministères qui sont liés au schéma de protection et à la sécurité sociale afin d'aborder donc les coûts catastrophiques liés à la tuberculose. Maintenant, pour les activités de collaboration tuberculose-VIH, eh bien, nous voulons la couverture qui soit élevée. Nous voulons que les personnes avec VIH soient également dépistées pour la tuberculose et même si elles ne l'ont pas, eh bien, qu'elles soient éligibles pour le traitement préventif de la tuberculose. Et puis par rapport aux réponses et au système communautaire, il faut augmenter la réponse et la capacité institutionnelle, le leadership des communautés. Nous devons également mettre à échelle les services basés sur la communauté, menés par la communauté, la livraison de ces services, et il faut améliorer donc ces services pour que les interventions soient durables, pérennes, par un financement public. Et il faut bien sûr faire des services également de diffusion. Et puis par rapport aux barrières liées au genre, aux droits humains, à l'équité, eh bien, c'est comme pour le VIH. Pour la tuberculose, nous souhaitons éliminer la stigmatisation, la discrimination. Il faut s'assurer que nous sommes centrés sur les personnes. Nous avons des services de tuberculose basés sur les droits humains, que nous promouvons l'alphabétisation légale, juridique, que nous promouvons que tout le monde sache leurs droits, l'accès à la justice et nous évitons la discrimination par genre et la violence. Et puis maintenant, par rapport à l'information stratégique, je pense que nous l'avons déjà dit. Si nous sommes capables d'avoir fait cela pour la COVID, eh bien, pourquoi ne pas le faire pour d'autres maladies? Donc, nous avons renforcer le système de surveillance de la tuberculose et bien comprendre les brèches afin de fournir la réponse différenciée et améliorer les rapports de données depuis le secteur privé vers les services de la santé pour que le suivi soit fait et que le suivi soit fait aussi par la communauté et que tout le monde puisse comprendre les contributions. Suivant. Je ne vais pas lire cette diapo, je vais simplement vous dire que nous avons cette liste de nouveaux produits potentiellement donc innovateurs, ils sont adaptés, ils sont mis à échelle et il faut considérer donc ces produits et voir quels sont pertinents dans vos contextes. Et je vous encourage à les inclure dans vos demandes de financement. Suivant. Voici ma dernière diapositive. C'est simplement pour vous dire que, comme pour le VIH, le cadre modulaire a été mis à jour, révisé, qu'il y avait 4 modules par le passé
et nous avions la prévention et le traitement, pardon, la prévention et la prise en charge, et maintenant la prévention est un module à part entière, et nous avons donc les 4 modules à gauche, mais nous avons aussi un nouveau module de prévention, un nouveau module sur les populations clés et vulnérables, et un nouveau module sur la collaboration avec le secteur privé. Et puis il y a les changements indiqués, et vous pouvez vous y référer par le lien que je vous laisse. Et voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie. Thank you, Jamie. I Merci, see Jamie. we have one question Je vois que from nous avons une in the question chat about X-ray. sur le chat sur les So if you radiographies. can quickly pop that Mon in équipe the slide, va take a second. la copier Um, sur notre slide I can read it question. out loud, though, so we Mais can bon, je peux la lire pour que vous commenciez à y répondre peut-être. Oh, there it is. Voilà, nous avons la question déjà sur la diapositive. Je vous passe la parole alors à Jamie. La question dit concernant les radiographies, pourquoi sommes-nous en train de considérer de développer les radiographies au lieu des diagnostics par microscope? Est-ce que nous considérons la possibilité d'utiliser des radiographies portables? Nous sommes en train de promouvoir les radiographies non pas pour le diagnostic, mais pour le dépistage. Nous allons utiliser ces radiographies pour les dépistages et dans le passé, on utilisait les expectorations que nous analysions au microscope, mais nous souhaitons changer cela. Nous souhaitons offrir des tests moléculaires. Donc, tout d'abord, le dépistage par radiographie. Et donc, l'utilisation des radiographies, c'est donc pour le dépistage, non pas pour le diagnostic. Et oui, nous envisageons d'introduire des radiographies fixes ou portables, oui, en fonction des contextes. Si vous recherchez activement des cas ou que vous ciblez des populations éloignées, dans ce cas, nous avons besoin de machines portables. Et nous avons des fabricants de machines de radiographie et puis aussi d'autres types de dispositifs. Ceci fait partie du catalogue de la facilité de diagnostic. Il y a 2 fabricants qui sont listés sur le catalogue de GDF, mais il y en a beaucoup d'autres, sans doute. Il y a une autre question, mais j'aurais besoin de la traduction. So yes, with private sector engagement, indeed, many models Oui, do have. il y a beaucoup de modèles qui ont des incitations liées à cela. Si ça, c'est la politique du programme national, ce serait éligible, mais ceci dépend du pays. Par exemple, un exemple, l'Inde. Les institutions publiques ou privées vont notifier au programme qu'il y a un tel montant d'argent. Et puis, si le patient complète le traitement, ils reçoivent aussi un certain montant d'argent. Donc ça, c'est une incitation basée sur le cash, mais il y a d'autres types d'incitations. Ceci dépend du pays, en fait. Ceci dépend de la politique du pays et de leur plan stratégique, de leurs recommandations. Et oui, le Fonds mondial peut financer certaines de ces activités. Je vois une troisième question de Fungai Kavenga. Dans le NFM4, est-ce que le Fonds mondial pourra soutenir l'introduction du cadre AI pour les machines de radiographie numérique qui ont été achetées par les investissements du Fonds mondial dans le passé? Oui, si j'ai bien compris votre question, nous sommes en train de prioriser le diagnostic basé sur l'intelligence artificielle. C'est une intervention prévue dans le cycle
suivants du Fonds mondial. Donc, s'il y a un besoin et si on peut le justifier, si vous justifiez que vous avez besoin d'autres machines de radiographie avec DACIA, nous pouvons le considérer, mais vous devez déjà considérer ce dont vous disposez déjà. Dans le passé, je sais que beaucoup de pays en ont acheté. Donc, vous devez avoir un plan de déploiement approprié. Où vous en êtes maintenant, où est-ce que vous souhaitez arriver et si ceci fait partie d'un plan d'extension, si ceci peut être justifié, oui, ça peut être un élément essentiel du programme qui est donc admissible, éligible pour le financement du Fonds mondial. Je vois une quatrième question de Sabrina Rejean. Pour avoir les expectorations analysées par GenExpert, vous devez avoir une bonne qualité de l'expectoration. Ce n'est pas toujours le cas. Quelle est la méthode alternative que vous recommandez pour le dépistage? Eh bien, c'est une bonne question. Oui. Et ceci est applicable aussi à d'autres tests microbiologiques. On n'a toujours pas une bonne qualité des expectorations. Nous sommes une institution de financement. Nous dépendons de nos partenaires techniques, de leurs recommandations. Nous dépendons également des pays, de nos experts dans les différents pays pour concevoir des NSP qui répondent à leurs besoins. Eh bien, si dans ces stratégies pays, il y a des méthodes alternatives recommandées, eh bien, ceci serait éligible pour le financement. Je peux citer l'exemple des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent donner une bonne expectoration. Et souvent, il y a beaucoup de pays qui dépendent des radiographies. Et puis, les enfants qui ne peuvent pas bien expectorer, eh ben, on doit utiliser d'autres méthodes. Nous devons avoir un bon algorithme pour définir le rôle des radiographies, les symptômes cliniques aussi. Nous pouvons utiliser un système de score, par exemple, pour voir s'il faut diagnostiquer avec le radiographie ou pas. Et une chose que je n'ai pas dite dans ma présentation, c'est que surtout pour les enfants, l'OMS a recommandé que nous pouvons utiliser des échantillons à part l'expectoration. Donc, d'autres types de d'échantillons, pardon. Et on peut utiliser d'autres méthodes. Et nous aussi, nous soutenons cette possibilité. Merci, Jamie. Je pense que nous allons passer à la partie sur le paludisme, la note d'information sur le paludisme. Je passe la parole à Patrick. Merci. Merci à tous les orateurs précédents. Je pense que vous avez rendu mon travail plus facile. Je suis Patrick Okello. Je vais parler au nom de mon équipe. Je suis l'un des consultants et il y a l'un de mes collègues qui est là aussi et qui va m'aider à répondre à vos questions. Alors, nous avons cette note d'information sur le paludisme disponible en ligne et nous avons le cadre modulaire également. Et nous espérons pouvoir publier d'autres ressources plus tard et nous allons les traduire également dans les autres langues, mais tout ceci sera disponible sur notre site web. Slide suivant. Par rapport à la note d'information sur le paludisme, actuellement, nous nous sommes assurés qu'elle soit suffisamment brève pour que vous puissiez le lire complètement. Et nous avons des recommandations des partenaires comme l'OMS et autres. Et nous signalons vraiment les recommandations clés qui sont les plus importantes pour vos demandes de financement. Et tout ceci est aligné avec les plans stratégiques nationaux. Et il y a aussi des éléments essentiels et nous espérons que vous allez tout pouvoir suivre. Par rapport à l'approche d'investissement, je pense que le message principal, c'est que nous espérons que vous passez en revue tous les programmes de votre contexte, vous faites des cartographies, des certifications pour que vous identifiez le mélange d'interventions approprié. Cependant, nous vous encourageons à considérer comment ceci est lié aux éléments essentiels du programme, quel est votre niveau d'avancement et en particulier, tout en sachant que le paludisme varie d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre,
nous espérons que vous pourrez utiliser la stratification pour pouvoir bien personnaliser vos interventions. Et si nous pensons à l'intégration dans le domaine du paludisme, l'SRPS est très important dans le contexte des interventions du paludisme. Et donc, mon intervention et la prochaine sont assez liées parce que nous basons sur le RPS également pour nous assurer que les interventions sont appropriées. Ensuite, nous incluons la protection concernant l'exploitation, les atteintes et les harcèlements sexuels. Et puis aussi les questions des droits humains. Nous savons que ceci est très important dans certains de nos contextes et c'est quelque chose que nous couvrons un petit peu plus dans cette note d'information. Par rapport à cette note d'information, nous avons décidé de la diviser en deux grands domaines. Nous avons les principaux domaines d'investissement qui comprennent par exemple les données basées sur les preuves pour la prise de décision, le contrôle des vecteurs, les traitements de prévention, la gestion des cas et l'élimination du paludisme. Ensuite, nous avons des considérations transversales qui comprennent l'équité, les droits humains, le changement social et comportemental, la gestion des programmes et bien sûr la pérennisation de la riposte maintenant et à l'avenir. Maintenant, en ce qui concerne chacun de ces aspects, en ce qui concerne la prise de décision, nous espérons que vous avez de bons repositoires de données qui soient interopérables avec les systèmes d'information existants et que, qu'en utilisant ces informations, vous pourrez faire des personnalisations au niveau sous-national et que vous allez pouvoir nous donner les données nécessaires pour pouvoir identifier et localiser les bonnes interventions aux bons endroits. Et bien sûr, il y a aussi des commodités de qualité. Nous voulons nous assurer que nous avons des systèmes de données qui nous aident à évaluer notre travail et nous allons soutenir certains de ces systèmes, y compris les HMIS, les systèmes d'information de gestion de la santé. Et tout ceci est lié donc aux investissements en SRPS. Pour ce qui est du contrôle des vecteurs, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'interventions, mais je voulais signaler tout simplement que si nous pensons à cela, il s'agit vraiment d'une stratégie transversale nationale. Vous devez identifier où vous voulez placer les différentes interventions, mais surtout pour les ITN, nous pouvons considérer l'application, l'installation de filets. Et ceci vous aidera à faire face à la résistance. Surtout, ceci est important dans la Corne d'Afrique. Par exemple, nous avons cette nouvelle variété Anopheles stephensii et ceci doit être inclus dans le contrôle et la surveillance. Nous encourageons à inclure ces données parce que ces données nous permettront de mieux évaluer la résistance et nous pourrons lier ceci au développement d'activités de renforcement de capacité. Par rapport aux interventions complémentaires, nous savons qu'il y a des activités autour de la gestion des larves. En général, notre conseil, c'est de vous assurer que vous couvrez les approches conventionnelles ITN, IRS, avant de pouvoir financer les interventions complémentaires si jamais le financement est disponible. En ce qui concerne les traitements préventifs, nous avons amélioré nos recommandations actuelles, les recommandations de l'OMS concernant la prévention, concernant également la prévention, la chimioprévention du paludisme saisonnier et dans le cadre de la grossesse aussi. Vous devrez jeter un coup d'œil à ceci. Vous devrez utiliser les données de votre pays pour pouvoir déterminer où est-ce que ceci peut être appliqué.
En ce qui concerne l'administration de médicaments en masse, vous savez qu'il y a deux situations dans lesquelles ceci est recommandé. S'il y a des émergences, et puis également dans les efforts d'élimination intense, là, nous pouvons déployer cette administration de médicaments en masse. Mais nous savons que l'effet diminue dans une période de 1 à 3 mois. Donc, ceci doit être combiné avec un programme d'élimination du paludisme robuste. Actuellement, l'OMS ne recommande pas la prévention en masse pour les rechutes concernant le PV. Et par rapport au vaccin, dans ce cycle, nous n'allons pas soutenir ceci, nous allons le laisser au sein de notre partenaire Gavi. Mais ici, il y a quelques éléments, quelques aspects que nous pouvons soutenir. Si ceci doit être inclus dans les plans stratégiques nationaux, nous pouvons soutenir ces aspects-là. Diapositive suivante. Comme je l'ai déjà dit, tout notre travail dans le domaine du paludisme est vraiment lié à nos investissements en SRPS. Et ici, nous avons 4 éléments. Par exemple, le système de gestion des produits de santé, la planification, la quantification et les achats. Ensuite, également les ressources humaines, les systèmes de données. Nous encourageons ceci, vraiment, nous vous encourageons à utiliser des données pour la numérisation des campagnes, de la chaîne d'approvisionnement, la cartographie géospatiale ou les études de couverture. Et très important également, les systèmes communautaires qui sont essentiels pour la prévention des services autour du paludisme. Et bien sûr, vous ne pouvez pas faire tout ceci si vous n'avez pas un système de santé fort dans le pays. En ce qui concerne la gestion des cas, nous avons le diagnostic, le traitement. Cependant, le point clé ici est de comprendre les différents segments. Nous devons voir quelles sont les barrières qui impactent le traitement et le diagnostic et nous devons essayer d'élargir nos plateformes pour atteindre davantage de personnes. Ici, le plus important, c'est de nous assurer qu'il y a une amélioration et une surveillance active dans tous ces domaines de la gestion des cas au niveau privé, public et communautaire. Ceci est très important et dans la nouvelle stratégie, nous parlons vraiment de l'importance de renforcer le secteur privé lorsque c'est approprié. Et pour la gestion de cas communautaires, ceci est très important. S'il y a suffisamment de ressources, nous vous encourageons à intégrer également les deux autres maladies. Et nous allons fournir ces commodités-là s'il y a des financements. Ceci concerne les RPS. En ce qui concerne l'élimination du paludisme, bien sûr, comme vous le savez, il s'agit de renforcer et d'optimiser le contrôle des vecteurs, la gestion des cas. Nous soutenons la stratification locale. Ici, vous avez les différentes caractéristiques, les populations qui sont toujours les porteurs du paludisme. Et bien sûr, tout ceci appuyé sur des systèmes de surveillance très robustes qui nous permettent de détecter les cas non symptomatiques. Et donc, nous devons également préparer les pays à la certification pour l'élimination. Le but est de vraiment pouvoir faire les bons investissements. Et tout ceci doit être basé sur une bonne gouvernance, les finances de santé et la gestion financière aussi. J'ai dit qu'il y avait des domaines transversaux. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je vais simplement dire que nous devons faire attention à la qualité des droits humains. Nous devons également faire attention à l'engagement communautaire et le changement des comportements les changements sociaux et conductuels. Bien sûr, la riposte, la préparation pandémique, ce sont les leçons apprises à partir du
Covid. Nous devons également savoir identifier les nouvelles pandémies de paludisme en utilisant la fièvre comme point d'entrée. Ceci est un point important. Nous devons être en mesure d'avoir accès aux données climatiques et nous devons introduire ces données dans nos repositoires. Et bien sûr, le paludisme urbain, c'est un problème croissant en Afrique. Et puis, quand il y a des urgences, vous savez qu'il y a donc ces domaines importants. La gestion du programme sera soutenue fortement parce que nous devons nous assurer que nous considérons le niveau national et subnational. Nous devons nous assurer que nous avons toutes les capacités nécessaires pour donner une bonne riposte de la meilleure manière. Concernant le cadre modulaire du paludisme, brièvement, ce que nous avons fait, c'est aligner ceci avec la prochaine stratégie du Fonds mondial et nous avons essayé de voir quels sont les domaines qui devaient être améliorés ou modifiés. Nous avons réalisé des consultations à l'interne et à l'externe. Les bonnes nouvelles, c'est que nous n'avons pas vraiment beaucoup de changements dans les modules du paludisme. Nous devons intégrer davantage les recommandations, les langues. Et donc, ce que vous allez voir dans les modules est assez aligné avec les recommandations. Nous lions et relions ce cadre modulaire du paludisme avec les autres modules du SRPS. Je vais terminer avec cette diapositive pour dire que, qu'en ce qui concerne les indicateurs, ce qui est nouveau, c'est le fort focus sur le niveau sous-national. Nous espérons que, quand il s'agit du contrôle des vecteurs, la gestion des cas, vous considérez également le niveau sous-national pour que nous puissions mesurer quels sont les changements qui sont mis en place partout. Et puis, par rapport aux préventions, aux interventions de prévention, il faut mieux refléter les nouvelles interventions. Et par rapport à l'élimination, nous devons mieux faire un meilleur suivi concernant les changements dans la transmission locale du paludisme afin de pouvoir vraiment prévenir la réintroduction de cette maladie. Et je pense que c'est ma dernière diapositive. Je suis à votre disposition et mon collègue aussi, si vous avez des questions. Merci. Merci, Patrick. Oui, ici, nous avons quelques questions et je pense que Anna a également levé sa main. Vous voulez intervenir? Oui, la question de Nora. Vous avez mis l'accent sur les programmes d'SRPS. Oui, j'ai déjà dit que ceci est combiné dans beaucoup de pays. Et nous avons déjà, et continuer à dire, est-ce que vous avez déjà développé des propositions? Est-ce que vous envisagez des changements en ce qui concerne le processus de développement des propositions et les recommandations de PRSHIP pour SRPS? Merci pour avoir mis l'accent sur certains des problèmes qui existent toujours au niveau des pays. Notre espoir, c'est que la manière dont nous avons rédigé cette note d'information, les deux notes d'information sont assez liées et il y a beaucoup de rapports entre le paludisme et les SRPS. Nous avons maintenant une enveloppe plus étroite. L'intégration sera vraiment très importante. Et oui, nous devons nous assurer Prince dit par rapport à la pulvérisation résiduelle à l'intérieur, vous devez le faire 5 années consécutives pour que ceci soit positif. Alors, nous savons que la période est de 3 ans. Enfin, nous envisageons, nous encourageons tous les programmes, à tous les pays d'avoir un mécanisme financier pérenne. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut utiliser ce type de programme pendant plus de 3 ans pour que ce soit efficace. Et souvent,
si nous ne faisons pas comme il faut, ben, nous pouvons avoir une réapparition du paludisme. Ceci est clairement dit également dans la note. I don't speak French, sadly. So Patrick, this is asking within the ICCM programs, just clarification on whether other Yes, things, I just said that paracetamol, one of the big wins Oui, of NFM4 l'un des grands bénéfices, c'est que le Fonds mondial a ouvert maintenant la possibilité aux pays d'utiliser les ressources pour pouvoir également fournir les autres produits pour la pneumonie et autres. Et il a raison, je voulais m'assurer que vous allez fournir des commodités au-delà du paludisme. Oui, nous sommes tous contents. Il y a d'autres questions? Oui. Sarah? Il est très intéressant de voir toutes ces présentations. J'étais surprise de voir combien cette présentation sur le paludisme était plus forte que les autres. Avez-vous un souci par rapport au manque de proportion entre ce financement-là et les autres? Non, je pense que les 3 maladies bénéficient de cette relation avec le SRPS. Ce que j'ai essayé de souligner, c'est que nous croyons fermement à l'espace du paludisme. Nous espérons que nous avons des programmes robustes et que ceci est lié aux éléments de l'SRPS. Mais j'espère que dans les dialogues au pays, les 3 maladies seront soutenus, ils vont soutenir fortement le CRPS. Donatien, est-ce que les pays peuvent planifier l'introduction de vaccins avec une subvention du Fonds mondial? Eh bien, oui, nous soutenons cette politique, mais pour le moment, nous pensons que le partenariat et le travail fait par Gavi dans cet espace-là, ils sont les leaders techniques. Donc, pour le moment, nous voulons que les finances du Fonds mondial soient allouées pour les achats, mais nous sommes prêts à soutenir d'autres fonctions, mais pas nécessairement en ce qui concerne le déploiement du vaccin. La question de James, est-ce que nous pouvons... On peut utiliser les ressources du Fonds mondial pour financer la 2e année d'activité, pour renforcer la 4e dose du vaccin de paludisme. Pour l'instant, non. Et s'il n'y a plus de questions, je vais inviter ma collègue Olga à faire un peu la présentation sur les SRPS. Merci. Okay. Hello, everyone. Sorry, it's a little bit dark. The sun is almost down here in Geneva. So thank Bonjour you à for... tous. Désolée, c'est il fait un petit peu noir. Il fait presque nuit à Genève. Je vais tenter d'être concise. Je vais me présenter. Je suis Olga Bornemitsa et je suis l'une des consultantes et conseillères au Fonds mondial. Je vais me centrer maintenant sur les notes d'information et je ferai aussi référence au cadre modulaire. Voici à quoi ressemble la note d'information. Elle a 4 domaines, 4 sections. L'introduction, ensuite c'est les sections qui sont principalement couvertes par rapport à SRPS et il y a aussi de bons exemples illustratifs de bonnes pratiques pour SRPS par rapport à l'intégration surtout. Et puis ensuite, nous avons des annexes importants et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et j'ai mentionné d'ailleurs dans le chat tout à l'heure que l'annexe 3 parle des différents biens, des pays qui sont éligibles, etc. Mais il y a aussi différents annexes sur les dérivations et la qualité des soins. Maintenant, diapo suivante. Je voudrais tirer quelques messages stratégiques spécifiques par rapport aux notes d'information et il y a certaines nouveautés et je suis sûre que vous en avez entendu parler.
Vous avez entendu cela pour VIH, tuberculose et malaria, au paludisme. Eh bien, la nouveauté, c'est d'avoir un renfort des systèmes et des services santé centrés sur les personnes et intégrés. Alors, on s'est centré sur cela parce que pour la nouvelle stratégie, ceci apparaît comme un point central. Et maintenant, je vais détailler un petit peu plus. On va se centrer sur les services, par exemple les services maternels et pour les enfants, pour s'assurer que le paludisme et le VIH sont compris dans ces services, et aussi le système en soi, c'est-à-dire la gestion, le laboratoire. On veut que tout cela soit intégré autant que possible. La deuxième approche nouvelle est par rapport à ces approches critiques qui sont basiquement essentielles aux éléments basiquement similaires aux éléments essentiels du programme développé pour le paludisme, VIH et tuberculose, mais nous les avons développés pour les produits de santé, pour la gestion de ces produits, pour les ressources humaines, pour les santé, pour les laboratoires, et aussi on va parler dans les éléments essentiels du programme de comment les utiliser, c'est-à-dire que en somme, elle résume les bonnes pratiques et elle synthétise de façon très concise ce sur quoi nous voulons que vous vous centriez pour aller de l'avant dans ces trois domaines. Et nous voulons que vous puissiez voir ces points. Le troisième domaine sur lequel on met le focus, c'est l'état de préparation à la pandémie. Le financement des SRPS peut être utilisé pour l'état de préparation aux pandémies, pour les systèmes de surveillance, pour les ressources humaines sanitaires, la gestion de produits de santé, les systèmes d'oxygène médical. C'est-à-dire que dans le cadre modulaire, ces modules apparaissent labellisés comme l'état de préparation à la pandémie, c'est-à-dire qu'ils sont facilement visibles sur ce label. Ensuite, eh bien, cette mesure du SRPS va continuer. D'ailleurs, le Conseil, c'est ainsi qu'il a préconisé et nous allons bien sûr continuer à nous préparer aux pandémies. Le quatrième domaine, c'est l'amélioration de la mesure et des résultats de nos investissements en SRPS. Et nous avons modélisé notre cadre afin de pouvoir tracer les mesures. Nous allons aussi déployer ces évaluations pour nous assurer que ces indicateurs sont plus faciles à accéder. On va parler de cela, en fait, avec les pays à titre individuel, les pays qui sont admissibles ou éligibles pour cela. Et puis, quelques notes par rapport à ce que l'on veut continuer à souligner. Et ceci, d'ailleurs, fait référence à certaines questions que nous avons. Nous voulons renforcer le dialogue de pays, SRPS, et la représentation sur CCM. Et nous voulons continuer à changer des systèmes basés sur le court terme, sur le soutien qui montre des brèches, pour passer vers le renfort et vers le long terme, c'est-à-dire où nous voulons être d'ici 6 ans, d'ici 9 ans, et tenter de conceptualiser notre SRPR dans ce cadre temporaire plus long, afin que ce soit moins fragmenté. Et finalement, vu l'environnement économique actuel, eh bien, il faut vraiment donner de la valeur à notre argent. Ceci est très important. Et la pérennité aussi. Et nous avons vu des politiques et voilà, nous avons la politique de pérennité, de transition, de cofinancement. Je pense qu'il y a d'ailleurs un webinaire là-dessus, le 30 novembre, si je ne m'abuse. Et maintenant, ce que je vais faire au cours des 8 prochaines diapos, je vais vous parler des 8 domaines principaux. Ce sera assez rapide. Je ne vais pas me référer à la partie droite des domaines, disons, soutenus. Je vais me centrer sur la partie gauche de la diapositive. Alors, la première chose que j'ai écrite sur la note d'information, c'est par rapport à la planification efficace, à la gouvernance, au leadership. Et vraiment, on veut encourager les pays à soutenir tout cela dans 4 domaines. Tout d'abord,
la planification effective du soutien, la gouvernance, le leadership dans le secteur national de la santé, y compris le secteur privé. Et en fait, là, je me réfère à la partie droite, même si je vous avais dit que je vous en parlerai pas. La nouveauté, c'est que nous incluons dans le cadre modulaire l'intervention du secteur privé. Alors, je voulais tout simplement vraiment attirer votre attention là-dessus. C'est très important pour la tuberculose et le paludisme. Le secteur privé est un énorme fournisseur de services de santé et il faut le tenir en compte. Les autres trois domaines, c'est qu'il y a une meilleure priorisation et budgétisation, surtout pour les sous-secteurs, pour la gestion des produits sanitaires, les laboratoires, les RH, la santé communautaire, les stratégies et les systèmes. Et vraiment, on veut se centrer sur les stratégies de couverture de santé primaire et universelle et nous assurer que le VIH, la tuberculose, le paludisme sont considérés dans ces plans sous la perspective de la pérennité. Et puis ensuite, par rapport à ces services centrés sur la qualité et les personnes, eh bien, nous voulons faciliter la planification de ce type de services. Nous voulons développer des stratégies là-dessus. Suivant. Alors, les systèmes financiers de la santé. Eh bien, encore une fois, là, c'est fondamental. Cela façonne comment le système marche. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons créé des systèmes, des départements en fait de financement à part entière au Fonds mondial pour utiliser les allocations afin de renforcer le financement des systèmes de santé avec la mobilisation de ressources, avec l'achat de services de santé et aussi, vous pouvez voir en bas des exemples où cet argent pourrait être alloué pour les stratégies, la planification des finances de la santé, pour le plaidoyer, la monitorisation de la mobilisation des ressources domestiques, pour la gestion financière publique, pour le renforcement des systèmes de financement public, pour le renforcement aussi des mécanismes, parce que nous voulons que tout ceci soit exécuté jusqu'au niveau les plus, disons, bas. Et puis aussi, nous voulons renforcer les mécanismes pour le financement des organisations de la société civile. Alors, les systèmes communautaires et les réponses. Ceci vous résonnera en fait. Nous voulons encourager les instances nationales et les communautés à concevoir, à mettre en œuvre des interventions de réponse et de systèmes communautaires pour améliorer la qualité de service pour le malaria, la tuberculose et le VIH. Et en fait, il y a 3 nouveaux outils pour vous aider et ils apparaissent ici en bas de la page et je vous encourage vraiment à voir ces outils dans la note d'information technique. Vous avez le lien sur l'écran. Et puis maintenant, en fait, nous allons continuer à investir dans les systèmes d'évaluation et de suivi. Il est très, très important d'avoir des données pour informer les programmes. Et là, en fait, ce qui n'a pas trop changé par rapport au passé, c'est que nous voulons renforcer les stratégies nationales et les plans de gestion. Nous voulons nous assurer qu'il y a plus de systèmes de données interopérables et intégrés pour améliorer la qualité des données. Nous voulons renforcer les capacités pour l'analyse de données, pour l'utilisation de ces données, et nous voulons nous assurer qu'il y a une évaluation continue de ces systèmes afin d'identifier les besoins, les priorités au sein de ces systèmes. Et donc, à droite, il y a les domaines soutenus. Les ressources humaines pour la santé et pour la qualité de la prise en charge. Eh bien, nous avons mis l'accent là-dessus.
Ce que nous souhaitons, c'est financer de façon un petit peu plus stratégique, c'est-à-dire utiliser une approche plus basée sur l'évidence et faire tout cela de façon plus durable. Nous voulons nous écarter graduellement du soutien au salaire à court terme et on veut vraiment s'assurer que la rémunération est basée sur une bonne planification stratégique des ressources humaines de santé. Et nous voulons développer des équipes de santé primaire ainsi que des équipes au sein de la communauté. Autre chose que nous voulons faire, c'est vraiment nous écarter des formations de services occasionnels et vraiment, on veut booster les paquets de formation de supervision de qualité et qui utilisent des données et des techniques d'amélioration pour vraiment améliorer la qualité. C'est-à-dire que, comme je dis, nous voulons nous baser davantage sur l'évidence, c'est-à-dire nous voulons avoir plus de données par rapport à la planification, la gouvernance, parce que l'objectif finalement, c'est d'optimiser le déploiement des ressources humaines sanitaires dans le pays et on veut prioriser donc les interventions basées sur l'évidence. Je voudrais vous souligner également que tout ceci porte sur toute la force de travail, y compris les travailleurs communautaires. Et en fait, nous avons des approches critiques et on a inclus donc le guide sur les approches critiques comme annexe à ceci, à ce PowerPoint que vous allez recevoir. Et là, encore une fois, les domaines soutenus sont à droite. Suivant, système de gestion de produits de la santé. Là, c'est encore un domaine que nous continuons à financer. Les investissements en HPM, en gestion de produits de santé, c'est de nous assurer qu'il y a des systèmes durables, intégrés, effectifs. Et on veut se centrer sur un accès équitable aux produits existants et nouveaux, produits de santé. Et nous voulons promouvoir des pratiques d'achat transparentes, éthiques, environnementales qui sont basées sur un bon rapport qualité-prix et nous voulons également augmenter ou renforcer la capacité des pays pour accélérer le déploiement équitable et l'accès aux innovations. Encore une fois, à droite, les domaines soutenus. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le dernier cycle. Et en bas, vous voyez qu'il y a aussi des approches critiques pour orienter ce changement stratégique. Le renforcement du système laboratoire, là, c'est encore une fois un domaine qui maintenant a évolué. En fait, nous avons maintenant une équipe de systèmes laboratoires pour prioriser cet agenda. Et là, l'investissement vise à assurer un bon système de laboratoire intégré qui puisse satisfaire les besoins de toutes les maladies. Et ceci requiert bien sûr des structures de gouvernance et de leadership fortes afin de fournir une coordination et une intégration. C'est-à-dire que toute notre équipe a travaillé avec des représentants nationaux, on s'est réunis et maintenant, on tente d'accélérer notre travail. On encourage les pays à profiter de cette situation, à profiter aussi du dialogue par pays et à vraiment préparer leur demande de financement. Et il y a deux choses à comprendre aussi, c'est qu'on veut vraiment se centrer sur les politiques de personnel et sur mise à jour et sur la mise en œuvre des programmes de formation institutionnalisés en utilisant déjà beaucoup de bonnes techniques qui existaient auparavant, en incluant les améliorations, la supervision, etc. Et finalement, je voudrais répéter que les investissements pour les laboratoires peuvent et doivent soutenir l'état de préparation à la pandémie. Donc là encore, il y a des approches critiques pour guider ce changement stratégique et vous pouvez voir les domaines visés, soutenus à droite. Maintenant, les soins respiratoires et l'oxygène médical.
C'est un nouveau domaine qui a été ajouté pour compléter les investissements par rapport à C19. Même si C19 sera élargi, de toute façon, le financement peut être utilisé également pour se centrer sur l'oxygène médical et les soins respiratoires. Suivant. Donc, c'est presque ma dernière diapo. Là, c'est simplement pour me référer à certaines choses que j'ai dit auparavant. Nous croyons que nous devons assurer un dialogue par pays inclusif. Et en fait, il y a un collègue qui a demandé avant pourquoi. C'était comment? J'ai oublié la question, mais en tout cas, j'ai ressenti que cette connexion entre les maladies n'était pas, n'était pas totalement faite. Là, l'étape numéro 1, c'est de s'assurer que les personnes qu'il faut sont autour de la table au cours de ce dialogue par pays, c'est-à-dire les parties prenantes. La deuxième section porte sur le fait d'avoir des demandes de financement SRPS plus consolidées et vraiment pouvoir juger la demande de financement, la qualité de cette demande de financement. Et il peut aussi y avoir des demandes de financement plus ciblées sur une maladie. Alors, pour les quelques pays qui ont suivi cette approche, eh bien, ça a été très efficient de faire une seule demande de financement pour les 3 maladies. Et c'est permis, et c'est d'ailleurs encouragé. Il y aurait peut-être des pays qui souhaitent le faire. Et je voudrais insister sur ce processus de séparation du programme révisé. Pour ceux qui ont joint des webinaires d'accès au financement, on en a déjà parlé. Le programme séparé, le processus séparé de programme révisé demande de indiquer le montant pour le SRPS des allocations pour VIH, tuberculose et paludisme dans le formulaire de séparation du programme. Et en fait, là, vous avez un annexe en jaune pour informer par rapport à ces programmes, à cette distribution ou répartition du programme. Nous avons créé cette annexe d'ailleurs pour nous assurer que toutes les communautés des maladies peuvent trouver ou peuvent, disons, correspondre à ces demandes de financement SRPS. C'est-à-dire que maintenant, on peut remplir l'annexe qui a 3 sections. La première section, là, on demande à chacune des communautés de la maladie de remplir, de compléter quelles sont les priorités par rapport à SRPS et où elles veulent voir la somme s'allouer. Et ensuite, dans la section numéro 2, on demande à ces communautés de se rencontrer lors d'une réunion et de discuter par rapport à ce qu'elles souhaitent prioriser. C'est-à-dire que tout le monde fait partie de la discussion et tout le monde possède cette capacité de prioriser le SRPS. Et puis finalement, ensuite, nous avons l'analyse de financement, donc des écarts, des brèches. Et là, il suffit de compléter cette analyse pour voir de combien j'ai besoin, de combien je dispose. Voici l'écart et le Fonds mondial devrait aider à combler cet écart. Alors, c'était ma dernière diapo. Là, il y a le lien pour l'information sur la note d'information sur SRPS, le cadre modulaire. Et là, je m'arrête. Ensuite, il y a des ressources additionnelles et le lien pertinent. Alors voilà, nous avons maintenant 9 minutes pour les questions et les réponses. Et nous avons beaucoup de questions. Alors, je vais commencer. Est-ce que les timers respiratoires apparaissent dans les produits
En fait, là, on fait référence au timer respiratoire ICCM. Eh bien, oui, je crois qu'ils font partie de ce catalogue de produits, mais je vais peut-être demander à mes collègues du paludisme. Alors, Princeton Kata nous dit que le SRPS est assez important, mais mon observation, c'est que par rapport aux subventions, il n'y a pas d'indicateur sur le cadre performance. Est-ce qu'on peut s'attendre à des indicateurs sur le SRPS qui font partie des rapports pour les récipients principaux? Oui, nous avons ajouté d'autres indicateurs et de meilleurs indicateurs dans le cadre modulaire et on encourage les pays à les utiliser. On reconnaît que nous ne voulons pas que le récepteur soit complètement dépassé par tous ces indicateurs. Mais je pense qu'en ce moment, nous n'avons pas suffisamment d'indicateurs SRPS. Donc, nous encourageons les pays à inclure leurs indicateurs. Leila Muthieu, par rapport aux des expériences précédentes, le dialogue sur le SRPS est peu structuré, peu clair par rapport aux acteurs qui sont impliqués. Et en plus, ceci est davantage compliqué par le fait qu'il y a des conversations qui doivent se passer avant que les applications ne soient faites et que les interventions critiques ne soient approuvées. Alors, pouvez-vous nous donner des conseils comment structurer ce processus et comment envisager ces réunions et comment aider en fait à mettre en place ces 3 programmes? Oui, c'est vrai que c'est une question très, très vaste. On pourrait avoir toute une réunion par rapport à cela. Mais vraiment, comment mieux structurer ces processus? Alors, tout d'abord, c'est pour cela que nous avons mis en place les annexes, parce que je crois que ces 3 questions que j'ai abordées maintenant, vous voyez l'annexe que je vous ai montrée avant en jaune, vous donne un petit peu de structure. Et je sais que des fois, il y a des consulteurs, leaders qui organisent les demandes de financement qui porteront sur SRPS. Et nous, on tente d'éduquer ces consulteurs et on va les inviter à aller à des réunions sur tuberculose, sur le UNAIDS, afin de prendre cette information. Il y a certains consultants qui reçoivent cette information, d'autres ont du mal. C'est vraiment une conversation permanente que nous devons avoir. Je crois que les partenaires techniques qui sont là-bas dans les pays et qui se réunissent en fait avec les institutions, nous avons des réunions avec Backup et je crois que ces collègues dans les pays peuvent aider à structurer aussi ce type de discussion. Question suivante. Vous avez souligné le SRPS pour attendez, je vais me référer à nouveau à la question numéro 3. Nous avons un pilote qui s'est développé en Amérique latine sur comment faire un processus de priorisation. Et en fait, je crois que les résultats sont assez prometteurs. Et ce serait encore une option pour tenter d'utiliser cela comme processus de priorisation pour le SRPS. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un email, vous le trouverez sans doute, et je vous enverrai le lien vers ce pilote. Et puis, question numéro 4. Vous avez souligné donc le SRPS pour la préparation à la résilience, mais on ne voit pas cette insistance sur les domaines transversaux. Est-ce que vous pouvez expliquer si vous avez développé d'autres documents de guide par rapport à ce sujet en vue des expériences que nous avons apprises par la COVID-19? Eh bien, je dirais que dans l'information préalable, nous avions des sections sur des environnements opérationnels complexes et
Maintenant, même si le SRPS est beaucoup plus long que celui du passé, nous avons dû raccourcir par rapport à cela. Nous aurons une réunion par rapport aux environnements opérationnels complexes la semaine prochaine, au mois de décembre, où l'on va parler de cela. Je sais que ça n'apparaît pas suffisamment, je le reconnais, mais cela fera partie de nos discussions et des présentations à venir, surtout dans les régions COE, c'est-à-dire les régions d'environnement opérationnel complexe en Afrique, par exemple. Et là, on fera davantage de guides. Pourquoi les services de radiographie manquent dans ces SRPS? En fait, les services de radiographie sont couverts par les maladies, même si je sais qu'ils peuvent être utilisés dans beaucoup d'autres domaines. C'est notre façon de classer l'information. Mais bon, je prends note de ce que vous dites. Et puis la dernière question, à partir de la présentation, dans NFM 4, le SRPS serait une demande de subvention séparée ou alors il serait intégré à la subvention pour le paludisme? Eh bien, les deux sont possibles. On peut inclure une demande de financement seule par rapport à SRPS, ou alors vous pouvez inclure le SRPS dans une demande de financement pour une maladie. Et vous pouvez inclure ceci sous les subventions pour les maladies ou... Voilà, et vous pouvez aussi faire une demande de subvention pour SRPS en dehors de la demande de financement faite pour les maladies. J'espère avoir été clair. Je vois encore une question et j'ai 2 minutes de plus. Alors, par rapport à la répartition du programme, vous avez décrit cela de façon très logique, mais en fait, sur le terrain, ça ne l'est pas. C'est difficile de demander à chaque programme de dédier des montants de leur budget à SRPS, à moins que le Fonds global nous donne une méthode claire pour faire sur comment prioriser tout cela. C'est toujours la même répétition des défis dans NFM 3. Et je parle de la plupart des pays et non pas d'un seul. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas du tout facile à le faire. Le fait de demander cet avancement dans la répartition du programme, c'est pour nous assurer, pour stimuler que les communautés des maladies se rassemblent pour avoir une conversation. Et il y aura un pourcentage de chacune des maladies et ils se seront accordés pour dévouer un certain pourcentage du portefeuille total. C'est-à-dire que elles ne devront plus le faire au fur et à mesure que se font les demandes de financement. C'est pour cela que nous voulons demander cette répartition du programme d'emblée. Et oui, je sais que c'est pas facile, mais on veut essayer à nouveau. Et je sais qu'il y a quand même une certaine pression pour faire davantage par rapport à notre SRPS. Vous le voyez. Mais c'est important, si les pays peuvent être un petit peu plus délibérés, ils peuvent déjà réserver une partie de l'argent déjà d'emblée. Et je pense que ça va améliorer la qualité de la demande de financement. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais que ça demande aussi beaucoup de leadership. Voilà. Merci Olga, merci à tous les présentateurs. Eh bien, nous terminons à temps. Je voudrais répéter certains messages qui sont déjà dans le chat. Les présentations en français, espagnol, anglais seront envoyées à tous les participants qui se sont enregistrés à cet événement. Et puis les enregistrements également qui seront disponibles à travers le site iLearn, aussi pour le portugais qui viendra un petit peu plus tard. Et je vous remercie de votre attention et je vous attends pour le prochain séminaire. Merci.